Écoutez, les amis, aujourd'hui, nous allons essayer de nous pencher sur une thématique panafricaine. Aujourd'hui, dimanche 14 mai 2023, on va essayer de réfléchir sur une thématique de l'émigration au Canada, les amis. Vous savez, j'ai un peu hésité à faire ce numéro. Ça fait un bail qui me tourne un peu dans la tête. Et finalement, ce week-end, je me suis dit, allez, on va y aller parce que je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt dans ma communauté physique comme dans ma communauté digitale. J'ai reçu un très grand nombre de questions depuis un certain temps de la part de proches, de la part d'amis, de la part de parents, de la part de contacts professionnels, de la part de collègues ou d'anciens collègues qui sont vraiment intéressés pour la plupart à venir au Canada, intéressés à émigrer au Canada. Ben moi, je dis pourquoi pas alors, tant qu'à faire, parlons-en. Parlons-en. Moi, je vous propose aujourd'hui, et vous l'avez vu dans l'invitation, je l'ai dit avec un petit sourire en coin, ceci n'est pas un cabinet de consultants en matière d'immigration ou d'émigration. Ceci n'est pas encore, j'ai mis encore entre parenthèses avec un petit clin d'œil parce que, sait-on jamais, mais soyons sérieux les amis, l'idée, ça n'est pas de vous donner un conseil professionnel sur comment émigrer au Canada. L'idée aujourd'hui, ce que j'avais à cœur aujourd'hui, c'était de vous challenger. Oui, de vous lancer quelques faits, quelques observations, essentiellement basées sur ma propre expérience, essentiellement basées sur ma propre observation. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui observe, qui aime penser mon monde. Donc, c'est vrai, des fois, il faut être quelqu'un qui fait, qui agit, qui est très pragmatique. C'est très bien et ça ne fait de mal à personne. Moi, j'ai ce côté-là, mais j'ai vraiment ce côté aussi. J'aime prendre du recul, j'aime penser mon monde, j'aime penser ma situation, j'aime penser ma société. Et c'est dans ce cadre-là que j'aimerais aujourd'hui, un tant soit peu, vous équiper, vous outiller avec quelques armes intellectuelles sur votre projet d'émigration au Canada, si tant est que vous en avez un. Et si vous n'en avez pas un, il n'est pas écrit que tout le monde doit finir au Canada ou que tout le monde doit passer par le Canada, mais c'est clair, au regard de l'intérêt, vous connaissez quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo, vous connaissez quelqu'un avec qui vous pouvez partager ce contenu ou que vous pouvez inviter tout de suite, là, maintenant, en copiant juste le lien et en l'envoyant pour qu'il nous rejoigne aujourd'hui et plus tard parce que le contenu il reste, les commentaires, ils continuent d'alimenter la discussion. Alors les amis, par où on va commencer avec cette discussion? Moi, je vous propose de commencer tout simplement par une petite question. Pourquoi vous venez au Canada? Pourquoi vous voulez aller au Canada? Qu'est-ce qui vous motive à aller au Canada? Et j'avoue que c'est une question qui pourrait être très, comment dirais-je, très intime, très personnelle, parce qu'on a chacun un background, on a chacun un parcours, on a chacun des besoins, on a chacun des problèmes, on a chacun des ambitions, des objectifs de vie. Et donc, l'idée ici, ce n'est pas de faire de la psychanalyse à deux balles, les amis. L'idée, c'est vraiment de vous poser avec respect, avec considération, la question suivante. Est-ce que vous vous êtes déjà assis un jour, vous qui voulez émigrer vers le Canada, pour vous demander pourquoi vous allez au Canada? Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Parce que je vais vous dire où je veux aller avec ça, les amis. Où je veux aller en arriver avec ça, c'est que cette question du pourquoi, elle va engendrer beaucoup d'autres questions. Parce que le Canada, vous le savez, c'est pour ça qu'on en parle, c'est une destination en général assez prisée par beaucoup de non-Canadiens. C'est un pays d'immigration déjà. C'est un pays qui a une très riche histoire d'immigration, d'intégration et peut-être même d'assimilation de personnes, de générations entières qui viennent pour travailler, pour étudier, pour faire ce qu'ils ont à faire, et ce, depuis, je dirais, des siècles. Donc, c'est aussi pour vous dire, si vous êtes en train de considérer un tel projet, eh bien, vous n'êtes pas la première personne. Vous savez quoi? Vous n'êtes même pas la première génération. Donc, il y en a qui sont passés avant, voire longtemps avant vous. Vous ferez mieux, vous serez mieux inspiré de regarder quelles ont été les expériences des autres. Mais la question pourquoi le Canada vous permettra aussi de faire remonter quand même certains aspects de la vie au Canada qui pourraient
vous avoir attiré justement, que ce soit le modèle de société, que ce soit le type d'études, peut-être que vous êtes dans une profession dans laquelle le Canada est très réputé et vous aimeriez aller parfaire votre bagage académique au Canada, pourquoi pas? Voyez-vous? Peut-être que c'est pour des raisons familiales, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous avez voilà, peut-être que vous n'avez pas d'enfants justement. Vous avez peut-être appris que le Canada, par rapport à votre situation matrimoniale, par rapport à par rapport à votre âge, par rapport à qui vous êtes, offre peut-être des perspectives meilleures que dans d'autres pays. Donc, il y a une infinité de raisons, mais ces raisons-là, elles sont très souvent très personnelles. Il faut que vous vous posiez la question, mais alors vous, devant un miroir et pendant un certain temps, pourquoi je veux aller au Canada? Parce que cette question-là aussi, autant elle va relever des points positifs, des points a priori attrayants pour le Canada, cette question-là vous permettra aussi de relever des points, je dirais pas négatifs, mais des points à ne pas prendre à la légère, des points à considérer, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Il y a des points comme tout simplement la distance. Quand vous regardez cette carte-là, les amis, sur votre écran, vous voyez que le Canada, évidemment, je suis en train de parler ici, je sais, à un public majoritairement africain ou d'origine africaine, mais si vous n'êtes pas africain, c'est pas grave. Si vous êtes voilà, de n'importe quel autre pays, c'est pas grave. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que le Canada, d'abord, pour la plupart d'entre nous africains, c'est loin. Ça, c'est la première chose dont vous allez vous rendre compte quand vous commencez à réfléchir sur le Canada. Dépendamment de où vous atterrissez au Canada, que vous soyez sur la côte Est, ou que vous soyez sur la côte Ouest, ou encore même sur la côte carrément au nord, la côte, on va dire le littoral ou le cercle arctique, c'est encore pire. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que vous n'êtes pas à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures de vol de chez vous, les amis. Sauf si vous venez des Caraïbes peut-être, où c'est un peu plus proche. Voyez-vous? Mais si vous venez de l'Afrique continentale, sachez que lorsque vous décidez de mettre le cap vers le Canada, c'est un peu comme les États-Unis, mais c'est aussi vrai pour la Chine ou l'Australie, sachez que vous allez loin. Vous allez vivre à plusieurs fuseaux horaires de différence de chez vous, vous allez vivre très loin de chez vous, et donc c'est pas le genre de pays où vous allez typiquement faire un aller-retour en un week-end pour aller voir vos parents ou pour aller s'occuper de quelques affaires courantes au village. Qu'il soit clair, les amis, il faut se mettre en question cette réalité-là. Mais vous aurez aussi des choses qui pourraient vous faire réfléchir, toutes bêtes, comme le climat, tout simplement. Le climat au Canada. Mais on va y revenir. Le climat, on va y revenir parce que j'y ai consacré quelques minutes. On va juste en parler parce qu'on ne peut pas parler du Canada sans parler du climat du Canada. Et on ne peut pas parler de vie, d'émigration, de projets, comme si on allait vivre dans un vase clos. C'est pour ça qu'on va parler du climat aussi. Donc voilà un peu pour planter le décor, je vous dis, commencez déjà par vous poser la question, si ce n'est déjà fait, sur qu'est-ce que vous allez faire au Canada, ou plutôt, pourquoi le Canada? Parce que de vous à moi, il y a des destinations un peu plus proches de chez vous. Si vous êtes au Sénégal, allez en France, c'est peut-être plus près. Si vous êtes au Maroc, allez en Espagne, allez en France, allez en Belgique, c'est peut-être encore plus près. Si vous êtes en RDC, eh ben, vous avez encore quelques destinations moyen-orientales ou européennes qui sont encore plus près, voire africaines, voire en Afrique du Sud. Donc, il y a comme ça 1001 destinations, mais il faut toujours se mettre à l'évidence, se remettre dans le crâne quand tu parles du Canada, que où que tu sois au Canada, tu seras assez loin de chez toi. Et ça n'est pas rien, les amis, comme on va le voir. Donc, essayant d'avancer, on va essayer de se poser aussi la question, où vas-tu habiter au Canada? Où vas-tu atterrir au Canada? Où veux-tu vivre au Canada? C'est bien de te poser la question pourquoi le Canada, mais c'est tout aussi important de se poser la question où au Canada. Mais pourquoi j'insiste sur le où? Ça peut vous paraître comme une évidence, les amis. Évidemment que tu seras quelque part, surtout dans les grands pays occidentaux, avec des centaines de villes qui sont toutes viables, voyez-vous. Donc, on peut presque dire que peu importe où tu vas atterrir, ben, tu vas quand même être là-dedans. Eh ben non, non, je dirais pas ça.
Je dirais jamais peu importe. Ça importe énormément. Il y a un truc qu'il faut comprendre, les amis, c'est que le Canada est un État fédéral. Vous savez, quand vous émigrez vers un État unitaire, par exemple, si vous êtes en RDC, si vous êtes au Sénégal, si vous êtes en Afrique du Sud et vous voulez vous rendre en France. Je prends la France comme un exemple. La France est un État unitaire. La France a un gouvernement qui s'occupe, voilà, de tout ce qui doit s'y faire. Dans un État fédéral, comme au Canada, comme en Allemagne, comme aux États-Unis, sachez que vous allez dans un État où l'État a des compétences nationales, qu'on appelle aussi des compétences fédérales, et puis il y a des compétences locales, qu'on appelle aussi, notamment pour le Canada, des compétences provinciales. Ça, c'est très important, les amis. Pourquoi c'est important? Vous savez, aux États-Unis, c'est un État fédéral. Vous connaissez les États qui forment les États-Unis d'Amérique. Mais ces États-là ont quand même un aspect qui fait une certaine homogénéité. C'est la langue. La langue. Où que vous soyez aux États-Unis, vous pourrez vous attendre à parler la même langue et à ce que 99, voilà, à ce que 100% pratiquement de la population parle ou comprenne la langue dont il s'agit ici. Et pour les États-Unis, c'est l'anglais. Est-ce que vous me suivez, les amis? Mais pour le Canada, je ne vous apprends rien, le Canada est un pays officiellement bilingue. Au Canada, vous avez ce qu'on appelle le Canada francophone et ce qu'on appelle le Canada anglophone. Évidemment qu'il y a d'autres langues, notamment des langues des autochtones, telles que les langues parlées dans le Nunavut, donc quand vous montez vers le nord, les territoires occupés par les autochtones, les langues des Inuits, les langues des Métis, les langues des Premières Nations, voyez-vous, les langues telles que le Inuktitut, etc. Ça, c'est des langues locales parlées par les autochtones, les premiers habitants de ce pays. Donc, il y a comme ça plusieurs langues. Mais dans la plupart des secteurs qui vont vous concerner, vous vous rendrez compte que ce sera soit le français, soit l'anglais. Je reviens et je veux insister sur où vous voulez aller au Canada parce que, vous savez, souvent, quand on est francophone, on connaît le Québec. Et d'ailleurs, on utilise de manière interchangeable Québec-Canada. Parce que le Québec est une province du Canada, nonobstant les différentes tentatives, si vous avez suivi l'histoire de ce pays, pour le Québec de se constituer en un État autonome, indépendant, c'est-à-dire de se séparer du Canada. On n'en est pas là, en tout cas au jour où je fais cette vidéo en mai 2023, mais sachez que le Québec est une nation, le Québec est presque un pays, voilà, qui dépend du Canada évidemment, mais est un endroit où il y a une identité locale très forte et où, quel que soit ce que les dispositions légales, juridiques, constitutionnelles exigent aujourd'hui, quand vous êtes au Québec, à plusieurs points de vue, vous êtes presque dans un autre pays qu'au Canada. Ça peut faire plaisir à d'autres, à certains, et ça peut déplaire à d'autres. Moi, je vous dis, c'est la réalité. Enfin, des fois, on se dit un peu pour blaguer. En fait, le Québec, c'est un autre pays. En fait, au Québec, rien ne se fait comme ailleurs au Canada. Mais ça, c'est que le Québec. Mais pourquoi j'insiste sur tout ça, les amis? C'est parce que vous vous rendrez compte que partout au Canada, on est plus ou moins bilingue. Je dis plus ou moins parce qu'il y a des coins où on est très bilingue et il y a des coins où on est presque pas bilingue. Parlant de la langue, je peux vous montrer juste là, vous allez voir que ça, c'est quelques chiffres d'il y a quelques années de Statistique Canada. Et l'idée ici, ce n'est pas d'être précis aux chiffres près, les amis. L'idée, c'est de vous montrer la dynamique. Vous verrez, par exemple, qu'au Québec, vous êtes à plus ou moins 80% de francophones, 20% d'anglophones. Ça peut être un peu, c'est peut-être même un peu plus, mais ça dépend de quelle unité de mesure. Ici, c'est en termes de locuteurs, c'est-à-dire de personnes qui parlent la langue et de personnes qui s'en réclament comme étant leur première langue. Donc, vous vous retrouvez plus ou moins dans ces eaux-là. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. D'ailleurs, parlant d'un peu moins, au Québec, il y a une véritable inquiétude sur l'insécurité du français. Parce que le Québec, c'est un des rares États, une des rares régions
très dynamique, très autonome, très en avance et à l'avant-garde de plusieurs thématiques, notamment les tech et tout, mais entre guillemets noyé en Amérique du Nord, c'est-à-dire avec juste en bas le grand océan anglophone que sont les États-Unis et juste à l'ouest, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche, le grand océan anglophone que sont les autres provinces canadiennes. Donc, si vous êtes québécois ou si vous avez à cœur de développer une certaine autonomie, une certaine indépendance, autonomie au Québec, évidemment que la problématique de la sécurité de la langue française ne peut pas vous échapper. Donc, vous et moi, qui arrivons au Canada, on doit avoir cette idée-là en tête, se disant, voilà, je vais aller dans le Manitoba. OK, le Manitoba, c'est une des provinces du Canada, celle qui est juste à l'ouest de l'Ontario. L'Ontario, c'est là que se trouve Toronto et la capitale fédérale, Ottawa. Donc, le Manitoba, c'est une province qui a aussi beaucoup d'histoire francophone. Mais en termes de locuteurs, vous êtes peut-être à 10% de personnes qui parlent français ou qui s'en réclament comme étant la première langue. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Voyez-vous? Pourquoi j'insiste sur ça, un peu plus, un peu moins? C'est parce que, en réalité, où que vous alliez au Canada, vous allez plus ou moins vous retrouver dans un coin où on parle les deux langues. Maintenant, peut-être un peu plus de concentration ici, peut-être un peu moins là-bas. Il n'y a presque pas d'endroit au Canada où on va vous dire qu'à des milliers de kilomètres à la ronde, il n'y a personne qui parle français, il n'y a eu aucune administration qui comprendrait le français. Beaucoup d'universités deviennent de plus en plus bilingues, y compris dans les provinces originellement francophones ou l'inverse. Même si vous avez des États qui, eux, ont fait le choix du bilinguisme, des provinces, pardon, qui, eux, ont fait le choix du bilinguisme officiel tel que le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est juste à l'est du Québec. Donc là, vous êtes juste au-dessus de l'État de Maine aux États-Unis. Vous allez vraiment dans les maritimes, donc dans le Canada atlantique. Le Nouveau-Brunswick, Fredericton et les autres, Dieppe, Fredericton, voilà, où vous vous retrouvez là-bas. Ils ont fait le choix d'être officiellement bilingues. Je pense que c'est le seul pays officiellement, enfin la seule province, pardon, officiellement bilingue. Vous avez des provinces comme l'Ontario, qui est officiellement anglophone, et par le nombre de locuteurs et par l'administration. Capitale de la province, c'est Toronto. Mais c'est la province qui héberge une ville plus petite que Toronto, mais qui concentre beaucoup de pouvoir. C'est la ville d'Ottawa. La ville d'Ottawa et il se trouve la capitale fédérale du Canada. Donc, par la force des choses, quand vous êtes par exemple dans la ville d'Ottawa, le bassin de population, il est forcément bilingue parce que c'est là que se trouve le siège des institutions. C'est là que se trouve le Parlement, c'est là que se trouve le Sénat, c'est là que se trouve la plupart des ambassades et c'est là que se trouve la plupart des administrations publiques. Donc, le bassin de la population, c'est un bassin de 1 million d'habitants environ, c'est-à-dire entre Ottawa et Gatineau. Gatineau étant au Québec, Ottawa étant dans l'Ontario. À beaucoup d'égards, c'est la même ville, juste séparée par quelques ponts, une rivière, la rivière des Outaouais. Voilà tout. Donc, vous avez beaucoup de chance de vous retrouver dans un environnement bilingue dans tous les cas. Vous, si vous êtes francophone seulement, est-ce que vous pensez que ces informations pourraient quand même vous aider à déterminer où vous voulez aller vivre? Peut-être que vous êtes francophone, mais vous voulez aller vivre dans un coin typiquement anglophone pour vous dépayser complètement et apprendre une nouvelle langue, pourquoi pas? Peut-être que c'est l'inverse, mais sachez-le, faites-le en connaissance de cause, n'atterrissez pas dans un coin tout simplement et puis après se rendre compte que au point de vue linguistique, ça n'était pas le bon coin. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Je sens qu'il n'y a pas encore assez de commentaires et pourtant vous êtes là. Faites-moi un petit signe, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'on va trop vite? Est-ce qu'on va trop lentement? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des interpellations? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez et qui allez écouter cette vidéo, vous en savez quand même quelque chose sur le sujet. Mais au-delà de où aller, au-delà de où aller eu égard à la langue,
il faut aussi regarder des considérations pratiques. Parce que je vous rappelle que le Canada est un État fédéral. Le Canada n'est pas un État unitaire. Ça veut dire que chaque province fait à peu près ce que bon lui semble dans certains domaines qui sont des prérogatives provinciales. Par exemple, l'éducation et la santé. Et il se trouve, pour vous et moi, beaucoup de gens qui viennent au Canada, pour la plupart d'entre nous, on vient soit pour étudier, soit pour travailler, soit les deux, et pour beaucoup d'entre nous, pour installer une famille, ou en tout cas fonder une famille. Donc, vous voyez que quoi qu'il arrive, l'éducation et la santé, ça ne nous loupe pas. On est vraiment au cœur de notre projet canadien quand on parle éducation et santé. Parce que quand tu viens avec des petits-enfants, quand tu viens avec des enfants tout court, petits ou grands, il leur faut une éducation, c'est-à-dire il faut qu'ils aillent à l'école ou à l'université, et il leur faut la santé, il faut qu'ils aillent se faire soigner, toi-même aussi, ton conjoint ou ta conjointe, pareil. Mais, donc, éducation, santé, on n'y échappe pas. Donc, si c'est tellement important, ne venez pas au Canada, ne comptez pas aller au Canada sans comprendre déjà les prérogatives de chaque province. Parce que quand tu fais le calcul du Canada, sur base d'une information que tu as eue en Colombie-Britannique, là c'est tout à l'ouest où se trouve la ville de Vancouver, sur base de ces informations-là, si toi, ta destination c'était le Québec, tu pourrais vraiment être désillusionné parce que tu risques de te rendre compte que beaucoup de choses, beaucoup de fondements sur lesquels tu as basé ton projet doivent être tout simplement revisités et réévalués. L'idée ici, c'est de dérisquer le projet, comme on dit en jargon plutôt professionnel, c'est-à-dire d'attaquer, d'anticiper au maximum sur les risques, sur les imprévus. Voyez-vous? Et un des imprévus, parlant des considérations économiques, c'est tout simplement le coût de la vie. Combien ça coûte où tu veux aller? Combien ça coûte où tu veux t'installer? Voyez-vous? Combien ça coûte? Combien il faut pour s'acheter une maison? Parce que soyons ambitieux, ayant des projets. Tu viens ici étudier, tu viens ici travailler. À un moment ou à un autre, tu vas devoir devenir propriétaire et en attendant, tu seras locataire et en attendant, tu vas quand même t'acheter un véhicule. Voilà, le coût de la vie, il se présente comment? Dans un pays où autant de provinces ont autant de liberté ou de prérogatives à déterminer leur politique. C'est bon à savoir tout ça. C'est la même monnaie, certes, mais le coût de la vie n'y est pas le même partout. Le coût des études n'y est pas forcément le même partout. Donc, renseignez-vous sur où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, dans quel but. Ça vous donnera une perspective plus ou moins ciblée, quitte à changer d'avis, quitte à changer parce qu'il y a eu d'autres, vous avez découvert autre chose. Mais moi, je dis, souvent, surtout nous Africains, on débarque tellement peu préparés que les péripéties, les surprises de la première année nous déraillent complètement et notre projet ne sera plus jamais le même. Donc, je suis en train d'insister sur cet aspect de la préparation, les amis. La préparation de savoir, de comprendre les tenants et les aboutissants de votre projet. Maintenant, vous venez ici peut-être pour travailler. Vous venez ici peut-être pour juste chercher un emploi, faire valoir vos compétences. Vous venez ici peut-être pour créer une entreprise. Peut-être que vous venez en tant qu'investisseur. Peut-être que vous venez pour étudier, ce qui est le cas de beaucoup de personnes qui me suivent ici. Peut-être que vous venez pour un peu un mix de tout ce que je venais de citer. Ou peut-être que vous voulez juste passer, vous venez visiter, vous n'êtes pas sûr, est-ce que vous voulez venir pour rester? Est-ce que, bon, vous avez eu un visa ou vous pourrez avoir un visa? Vous dites, je vais voir, je vais visiter, j'ai beaucoup entendu parler du Canada. Donc, il y a plusieurs raisons qui pourraient vous emmener au Canada. Et toutes ces raisons, elles sont bonnes. Encore une fois, c'est un sujet assez intime, les amis. L'idée ici, ça n'est pas de vous dire ce qu'il faut faire. L'idée ici, c'est de vous rendre de plus en plus conscient, de vous accorder, de vous fournir quelques armes intellectuelles pour valider votre projet, qu'il soit d'études, de travail ou autre voie.
Et par autre voie, si ça n'était pas encore clair, les amis, je parle de voie légale. Hein, donc voilà, on va être sérieux. Je parle de voie légale. Si vous voulez venir, comme on dit chez moi, Nzela Makolo, écoutez, vous n'êtes pas au bon endroit, je suis désolé. Mais je parle de voie légale pour émigrer au Canada. Donc, quelle que soit la voie que vous souhaitez emprunter, il y a une démarche spécifique pour ça. Il y a une démarche spécifique pour procéder. Très souvent, je reçois la question, oui, je veux venir au Canada. Très bien. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont vous décourager à faire quoi que ce soit. Voyez-vous, moi, je suis ni optimiste, ni pessimiste, je suis réaliste, j'aime juste regarder, j'aime juste juger un projet pour ce qu'il est, pour ce que son porteur me dit qu'il est, et puis je donne un avis. Voilà, avec mes propres enfants, peut-être que je peux être un peu plus affirmatif ou négatif sur certaines choses, mais avec des amis, avec des contacts professionnels, chacun fait sa vie, les amis. Donc, moi, je ne peux juger votre projet que sur ce que vous me dites qu'il est. En revanche, parfois, ça me questionne un peu lorsque je parle avec quelqu'un, lorsque j'échange avec quelqu'un, et je me rends compte que au moment où la personne m'a approché, la personne n'avait pas encore fait ce cheminement intellectuel. Où je vais aller, qu'est-ce que je vais aller faire, etc., etc. Il n'y a pas de mal à approcher quelqu'un en tout début du projet pour dire, bon, écoute, je cherche juste quelqu'un, faire un petit remue-ménage, faire un petit brainstorming avant que je ne m'investisse suffisamment dans le projet. Rien de mal à ça. Mais moi, je sais aussi qu'il m'arrive de parler avec des gens qui sont très avancés dans leur tête. Peut-être pas dans la procédure, mais dans leur volonté d'émigrer au Canada. Ils ont fait du chemin, mais ce chemin-là ne concorde pas avec le progrès qu'ils ont réalisé concrètement, c'est-à-dire dans la recherche d'informations et dans l'action. Ça, c'est un problème, les amis. Là, moi, j'ai un petit problème. Si tu me dis que ça fait 2 ans, ça fait 3 ans déjà, que tu es en train de vraiment réfléchir sur venir au Canada, moi, je respecte ton point de vue. Mais si au bout de 30 secondes de conversation et je te pose quelques questions, comme celles que je viens d'évoquer ici, sur où tu veux aller, sur qu'est-ce que tu penses du pays où tu veux aller, et tu me dis que non, tu n'as encore rien fait de tout ça, moi, je me dis, ben, c'est pas un projet, c'est juste un rêve. C'est juste quelqu'un qui s'est réveillé ce matin, peut-être il avait faim, peut-être qu'il fait trop chaud en Afrique, peut-être que, allez, il se dit, bon, je veux aller au Canada, et puis, parce que de toute façon, je suis fatigué. C'est comme ça que moi, je considère ça. Parce que franchement, si vraiment tu as pris le projet sérieusement, si tu as pris le projet à bras le corps, avant d'aller demander des conseils plus pointus, encore une fois, j'insiste, je ne parle pas de, voilà, réfléchissons un peu, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais. Non, je parle de vraiment conseils plus pointus. Normalement, tu devrais avoir fait plus ou moins ce cheminement. Voyez-vous, je continue, les amis, en disant, donc, il faut comprendre déjà dans quelle filière tu veux venir. Tu veux venir, qu'est-ce que tu veux venir faire? Oui, c'est un peu de tout, mais c'est quoi en priorité? Parce qu'il n'y a pas de procédure d'immigration canadienne qui dise un peu de tout. Sauf évidemment si tu atterris comme résident permanent, c'est-à-dire que tu as l'autorisation de faire ce que tu veux. Mais même quand tu atterris comme résident permanent, quand tu fais la demande, tu présentes un dossier et quand tu présentes un dossier, tu fais ressortir les aspects de ta vie, de ton parcours que tu aimerais magnifier, sur lesquels tu aimerais poser ton projet d'émigration au Canada. Tu dis pas sur le formulaire, je veux venir tout faire ou je veux venir faire un peu de tout et un peu de n'importe quoi. Tu dis, je veux venir étudier pour mieux me préparer au monde de l'emploi, pour mieux contribuer. Et d'ailleurs, je suis aussi un entrepreneur. Et bon, voilà, ça, le tout s'entremêle un peu, le tout s'enchevêtre un peu, mais tu dois quand même avoir un projet clair sur ce que tu veux venir faire en priorité. Et aussi, les autres, ce sera voilà, des options ou des alternatives, des options secondaires ou futures. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là, les amis? Donc, quoi que vous fassiez, moi, la plupart d'entre vous qui parlez avec moi de ce sujet,
je recommande toujours pour commencer la voie officielle. Alors, les amis, je vais aussi ajouter un truc. Vous savez, je parle avec beaucoup de gens de ce genre de sujet. Il se trouve peut-être que j'ai parlé avec vous et vous m'écoutez. Euh, Comme on dit, vous connaissez la formule, toute ressemblance à une situation réelle n'est que fortuite. L'idée ici, ce n'est pas de parler du cas d'une personne en particulier, les amis. L'idée ici, ne vous sentez pas lésé si vous pensez peut-être que vous m'écoutez en ce moment et que j'ai eu cet échange avec vous et puis vous me dites non. D'abord, on ne cite pas de nom parce que moi, je vous respecte. Moi, je respecte votre projet, je respecte votre plan et je respecte le fait que certains d'entre vous se sont confiés à moi, d'autres en donnant même quelques détails plutôt personnels. Ça appelle le respect. Donc ici, on dépersonnalise. On ne parle pas du cas d'une personne. On parle d'un process, on parle d'un principe. Ça pourrait aider quelqu'un. Et moi, pour revenir à ce que vous avez là, moi, je dis toujours, essaye de comprendre la procédure normale. Comment t'y prendre? Alors, je sais que dans nos pays, il est pullule des organisations, des consultants, d'agences qui offrent ce genre de conseils. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil professionnel d'un professionnel d'immigration. Donc, je ne vous dirai pas prenez ou prenez pas. Moi, je vous dirais seulement essayez d'en revenir à votre bon sens. Parce que j'ai vu des choses. Non, mais essaie de me valider un peu cette affaire, essaie de me valider ce formulaire. Ils disent que si je remplis ça et que je paye demain, dans 2 semaines, je serai au Canada. J'ai dit, oh, ok, d'accord. Immigration ou émigration vers le Canada en 2 semaines, bonne chance. En tout cas, moi, je ne connais pas. Peut-être qu'il y en a, et certainement même qu'il y a des gens de très bonne foi là-dehors qui peuvent vraiment t'aider à beaucoup avancer dans ces choses. Moi, tout ce que je te dis, ce qui va déterminer si c'est vrai ou faux qu'en 2 semaines, tu peux boucler un projet d'immigration vers le Canada, va sur le site que je te présente là. Va voir l'information de toi-même, de tes propres yeux. Il s'appelle Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Chers amis, ce site, c'est le seul portail pour émigrer au Canada. C'est le portail qui vous offre qui au Canada ici vous offre la facilité d'émigrer vers le Canada. Il vous offre la protection aux réfugiés par ses programmes et aide les nouveaux arrivants à s'établir au Canada. Vous verrez ici, par exemple, que ce site, le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, est aussi responsable d'attribuer la citoyenneté et de délivrer des documents de voyage, passeports et autres. Merci Alex. Salut, bienvenue. Merci pour le commentaire. Dis-nous ce que tu penses du sujet et merci de t'être arrêté ici aujourd'hui. Donc, partageons aussi ton expérience, pourquoi pas. Les autres, faites comme Alex. Je vois les commentaires qui sont en train d'arriver. Je vous remercie de vous être arrêtés par ici, les amis. Donc, j'étais en train de dire que moi, je vous recommande la voie officielle. Non seulement pour éviter les arnaques, mais pour comprendre la procédure. Voyez-vous, quand vous vous arrêtez sur la voie officielle, vous pourrez être en mesure, sans avoir besoin de devins et d'oracles, de savoir est-ce que cette procédure qu'on me propose, elle a vraiment de l'allure. On me dit remplis ici, vite, paye demain matin 4 000 $. On te confirme, le mois prochain, tu es déjà au Canada. Pourquoi pas, encore une fois, les amis. Mais quand tu vas sur ce site, tu verras ce qu'il faut faire. Tu verras les différentes étapes qu'il faut traverser pour avoir une procédure légale d'immigration. Déjà, tu verras quel type d'immigration tu dois choisir. Selon ta situation, bien entendu. Voyez-vous, tu verras, est-ce que tu viens par Entrée Express? Entrée Express, c'est ce programme qui te met un peu en compétition. C'est un programme qui est très prisé depuis quelque temps. C'est Express, comme le nom l'indique, il est censé être accéléré. Il est censé faire avancer les choses où tu rentres ton dossier et dans un pool compétitif, c'est vraiment sur le mérite et c'est pas juste un projet, on veut venir, ça prend pas les gens les demandeurs d'asile et machin, non, on te prend sur ton CV. Et puis dès que tu es sélectionné,
Tu as, je pense que c'est 30 jours, je ne sais plus. Enfin, bref, allez lire. Tu as assez peu de temps pour payer. Et dès que tu payes et que tu fais tout ce qu'ils attendent de toi, l'idée, c'est que le process soit bouclé en 6 mois. Donc, il y a moyen de venir au Canada légalement, le tout en moins d'un an. Je sais, la pandémie Covid a beaucoup chamboulé certains délais d'attente, mais aussi accéléré d'autres dans certaines filières. Parce que qui dit pandémie dit ouverture, par exemple, dans ceux qui sont plutôt dans les domaines de la santé ou d'autres domaines. Aujourd'hui, il y a de graves pénuries au Canada, dans plusieurs domaines. Le Canada a besoin de main-d'œuvre. Le Canada a besoin de travailleurs qualifiés. Donc, vous allez un peu comprendre, quelle que soit la voie que vous avez choisie, eh ben, il y a une procédure pour vous. Et c'est ici, sur le site de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, que vous vous documentez. Maintenant, si à partir d'ici, vous décidez de dire, bon, voilà, moi, je vais aller chez un privé, je vais engager une boîte de consultants parce que je n'ai pas le temps de suivre cette procédure, parce que je pense qu'ils peuvent aller plus vite, parce qu'une procédure, c'est aussi quand même, comme vous allez l'apprendre au cours de votre projet, le Canada est un pays quand même, allez, comment le dire, relativement procédurier. Où que vous soyez, parfois votre démarche publique pourrait être recalée pour vraiment quelque chose que vous estimez être mineur. Mais le gouvernement, il sait mieux pourquoi il estime que ça n'est pas mineur. Donc, perdre 3 mois dans une procédure que vous estimez vitale parce qu'il manquait une virgule quelque part ou une photo n'avait pas été prise selon le bon format, ça peut quand même être énervant, voire décevant de vous-même parce que vous êtes en général censé le savoir. Voyez-vous? Merci Alex. Donc voilà, je vois que tu es à Ottawa, donc on se capte, on se capte. Merci à toi. Et voilà, donne-nous ton avis et partage ton point de vue. Les autres aussi, je vous écoute, j'attends vos commentaires. Donc, là, c'est en connaissance de cause que tu décides, ben, tu sais quoi, là, je vais y aller par telle ou telle autre voie. Je vais le faire tout seul. Moi, je connais plein de gens qui ont fait une procédure d'immigration seuls. Je répète, les amis, seuls. Ils n'ont jamais payé 1 centime pour que qui que ce soit fasse quoi que ce soit. Tout seul. Il y a d'autres, je connais aussi des gens qui se sont fait accompagner. Il n'y a aucun mal à ça. Seulement, quoi que vous fassiez, faites d'abord l'exercice de comprendre dans quoi vous vous engagez, de comprendre qu'est-ce qui est en fait la voie à suivre. Parce que ça va vous ouvrir, un peu la tête, ça va vous ouvrir l'esprit, vous allez comprendre, vous allez éviter des pièges bêtes, vous allez éviter de vous faire arnaquer, voyez-vous. Parce que franchement, je sais pas, peut-être chez nous aussi, c'est parfois la force du désespoir, parfois c'est voilà. J'ai entendu parler ou j'ai vu des arnaques qui sentaient l'arnaque, mais alors à plein nez et l'arnaque à des kilomètres. Mais la personne est quand même rentrée dedans parce que désespérée, parce que pressée, parce que. Moi, je dis, prenez votre temps. Ouvrez une session sécurisée sur IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, et commencez la procédure. Si vous ne voulez pas, si vous préférez vous faire accompagner, trouvez une agence réputée là où vous vivez, à côté de chez vous, et puis commencez la paperasse. Mais je vous garantis, moi, qu'il n'y a pas grand-chose, surtout dans les premières étapes, il n'y a pas grand-chose qu'une agence va faire pour vous faire sauter la file. La procédure, elle est ce qu'elle est. L'agence, ça sera parce qu'ils connaissent le milieu, ça sera parce qu'ils seront votre représentant, ils auront le mandat de vous représenter, de signer peut-être un papier pour vous, de récupérer un papier pour vous, mais sinon, tout ça peut aussi se faire par la poste, tout ça peut se faire par DHL, vous pouvez envoyer les photos, les formulaires par DHL, il n'y a rien absolu, que l'on ne vous dise pas que sans agence, vous n'y arriverez jamais. C'est pas ce que je dis. Sans agence, vous pouvez y arriver. Seulement, il y a des agences compétentes à côté de chez vous qui pourraient vous aider à le faire, peut-être un peu parce que vous vous occupez d'autre chose.
dans la sécurité. Les trucs, il faut payer en avance. Oh non, payer 4 000 $, là, demain. Ça sent l'arnaque, les amis. Venez pas me dire que non, vous n'étiez pas informés. Venez pas me dire non, et pourtant, ils avaient des bureaux ici. Moi, je vous aurais prévenu. Alors, les amis, pourquoi j'insiste sur toute cette préparation? Pourquoi j'insiste, je passe tant de temps, je me donne tant de mal à dire, préparez votre arrivée au Canada si tant est que vous avez vraiment ça en vous de venir au Canada. Eh bien, les amis, c'est tout simplement pour éviter ou minimiser les inconnus. La première inconnue, le premier contretemps, les amis, qui va vous frapper au Canada, et c'est d'expérience que je vous parle, c'est tout simplement le climat. Vous savez, aujourd'hui, avec l'Internet, avec tout ça, on sait, hein, je peux savoir quel temps il fait dans tel coin de Tokyo, là, tout de suite, maintenant. Je peux m'informer là-dessus, je peux me documenter là-dessus, je peux aller sur Google Earth et voir quand je dis que non, je vais dans tel pays, je vais atterrir dans tel hôtel ou je vais habiter chez telle personne, Google Maps, Google Earth, je peux voir même le devant de la maison. C'est la porte rouge, là, c'est là que je vais. Donc, la technologie en est arrivée là. Mais les amis, je ne sais pas si je peux le dire avec suffisamment d'emphase. Écoutez, lorsqu'il s'agit du climat au Canada, surtout pour vous qui venez tout droit d'Afrique, si vous n'avez pas vécu des années en Scandinavie ou en Russie ou dans d'autres pays très froids, il n'y a rien, mais alors rien que je peux vous dire aujourd'hui qui vous préparera suffisamment au climat rude, à l'hiver rude du Canada. Mais alors rien. En fait, l'hiver canadien, où que vous soyez au Canada, c'est quand vous serez au Canada que vous allez comprendre de quoi il s'agit. Parce que là, quand on vous dit, quand vous avez grandi dans des pays chauds et qu'on vous dit que non, il va faire moins 42 degrés, je pense que c'est très abstrait. Mais quand tu es, toi, là, obligé de sortir un matin et qu'il fait moins 42 degrés, moins 39 degrés dehors, il n'y a rien que je puisse dire aujourd'hui qui te prépare à ça. Mais au moins, avec tout ce que nous venons de dire, tu sauras que tu es en train d'aller vers un pays où il ne fait pas froid, mais il fait parfois très, très froid. Des fois, tu te demandes si ce n'est pas tout simplement un risque de santé que tu prends. Même si la société, elle est habituée à ça, parce que le froid n'a pas commencé aujourd'hui au Canada. On n'invente pas le froid dans notre génération. Il y a des générations qui ont connu le froid canadien avant même que l'on ait inventé voilà, les chauffages modernes que nous avons. Alors, il y a Yvan qui pose la question, y a-t-il un âge requis pour l'immigration vers le Canada? Je vais te répondre tout de suite, Yvan, en disant non, il n'y a pas un âge requis. Tu peux émigrer au Canada à n'importe quel âge. Évidemment, si tu es mineur, ça sera avec tes parents. Et je pense qu'au-delà de 65 ans, quand tu es vieux, bon, il y a peut-être comment dirais-je, quelques contraintes. Mais si tu es entre 18 et 60 ans, je ne connais pas de contraintes. Et la plupart des gens qui viennent étudier ou travailler, ou les deux, viennent plus ou moins à ces âges-là. Les plus vieux, en général, c'est soit des personnes qui sont en fin de vie, pas en fin de vie, mais qui ont déjà fait une grande partie, réussi dans la vie. C'est peut-être des personnes bien fortunées qui viennent investir. Et donc, voilà, si tu as 80 ans et que tu as beaucoup d'argent en banque, tu viens créer des emplois au Canada, je te garantis que demain, tu seras ici avec nous. Donc, la réponse est non, il n'y a pas d'âge requis. Alors, je vois ici un autre commentaire. Les mécaniciens sont en demande pour les certifiés techniciens. Il faut avoir ses papiers évalués par les organes autorisés. Il faut faire son examen d'équivalence et ses compétences en langue. Très bien. Merci beaucoup, mon cher Kadima, pour ce commentaire, pour cet ajout à notre réflexion. Français, anglais, le climat est rude, mais l'homme est un animal qui peut toujours s'adapter. C'est ces deux points-là. Donc, pour les papiers, je rebondis dessus en disant absolument, il y a des métiers plus en demande que d'autres. Quand vous allez en ligne, vous pourrez encore les retrouver. Comme je disais tout à l'heure, je prenais l'exemple des métiers en santé, surtout avec la COVID et tout, ça fait que les métiers en santé
pris très en demande et parfois même priorisés sur la chaîne, sur la queue par rapport à d'autres métiers. Mais il y a des métiers qui sont chroniquement en demande, les métiers des nouvelles technologies. Le Canada est un pays moderne. Le Canada est un pays moderne et qui se modernise davantage. Je dis moderne parce que voilà, c'est un pays développé, c'est un pays industrialisé, mais le Canada, vous ne vous rendez peut-être pas compte lorsque vous n'y êtes pas, le Canada a besoin de beaucoup de modernisation. Moi, j'ai rencontré des gens, souvent qui viennent même de l'Europe et même d'Europe de l'Est, dans des pays, quand on regarde sur la carte, on se dit, c'est des pays, entre guillemets, un peu, voilà, pas aussi riches que les autres pays de l'Europe, les autres pays occidentaux. Mais quand ils arrivent au Canada, moi, j'ai entendu des gens me dire, par exemple, que ce soit des clients ou des partenaires ou des amis, me dire, une des choses qui les a frappés en arrivant au Canada, c'était la vétusté des systèmes informatiques, par exemple. Vous savez, en Amérique du Nord, même aux États-Unis, par exemple, il y a encore les fax qui tournent tous les jours ici. Les banques s'envoient beaucoup de fax. C'est des choses qui peuvent être considérées comme des aberrations. Il y a peut-être aussi des considérations techniques derrière tout ça. Mais je ne sais pas si vous êtes en Afrique, dites-moi où vous êtes d'ailleurs, si vous utilisez encore le fax au bureau. Je ne sais pas la dernière fois que j'ai vu un fax dans un bureau en Afrique. Mais en Amérique du Nord, c'est très courant. Surtout dans les services financiers. Les fax. Donc, et il y a des pays, comme des pays en Europe de l'Est, qui sont allés tellement loin dans la digitalisation. Vous avez des pays comme l'Estonie, qui sont très digitalisés, mais vous avez, surtout dans le e-government, dans l'administration publique, mais vous avez aussi des pays comme la Pologne, des pays vraiment où, allez, en général, vous dites Roumanie, Pologne, bon, c'est un peu plus pauvre que la France, l'Angleterre et tout ça, ils viennent tous chercher des emplois en France, et ils arrivent au Canada, et ils vous disent que, mais c'est pas possible. Chez nous, on fait ceci beaucoup trop facilement. Tout est intégré. Je ne sais pas pourquoi je dois faxer ma banque et puis appeler ma banque et puis faire ceci manuellement et puis aller signer des formulaires. Je viens d'Europe de l'Est quelque part et voilà, je fais tout électroniquement de chez moi. Donc, le Canada est non seulement un pays industrialisé, un pays riche, un pays moderne, mais un pays qui a beaucoup de demandes d'automatisation, de transformation numérique finalement, et donc qui en ravale autant qu'il peut en termes de compétences, tout ce qui est tech, tout ce qui est finance, tout ce qui est fintech, tout ce qui est voilà. Donc, c'est pour vous dire, il y a des besoins. Ne pensez pas que c'est ce pays où tout a été fait, il n'y a rien à faire. Non, il y a des vrais besoins. La limite en âge est de 45 ans pour ceux qui veulent immigrer comme travailleurs qualifiés. Merci. On nous dit en commentaire. Donc ça, c'était pour Yvon qui demandait s'il y a un âge. Quand tu vas sur le site, alors là, c'est Alex qui me dit que pour immigrer comme travailleur qualifié, la limite est de 45 ans. Voilà, tu as ta réponse. Allons vérifier en ligne. Moi, je n'avais pas cet âge-là, mais c'est bien de l'apprendre. Merci de nous le partager. Mais je sais qu'il y a toujours moyen d'émigrer quand on est plus vieux que ça, mais sous d'autres voies. Par exemple, comme investisseur. Voilà. Et souvent, les investisseurs, ils sont plutôt d'un certain âge. Parce que quand on vous demande 300, 500 000 dollars, 1 million de dollars comme fonds de base, il n'y a pas beaucoup de gens moins de 45 ans. Il y en a, mais pas beaucoup, qui ont cet argent-là qui dort quelque part. Par contre, les gens qui ont cet argent-là, c'est en général des gens qui ont créé des emplois, c'est en général des gens qui sont dans la cinquantaine, dans la soixantaine, voire plus loin. Mais merci pour cette précision. Donc, les amis, le climat, j'étais en train de dire, est quelque chose qui vous choque quand vous arrivez, mais pas seulement en bien, mais en mal, mais aussi en bien, parce que quand vous venez au Canada, connaissant le Canada comme un pays très froid, vous ne vous attendez pas à des hivers parfois étouffants. Des étés parfois étouffants. C'est dans ce même pays où vous avez moins 40 degrés en hiver, où carrément tout est gelé, y compris la morve qui sort de vos narines. Et dans quelques mois seulement, au cœur de l'été, vous avez des plages à vous couper le souffle, vous avez, vous étouffez de chaleur pratiquement. Ça, c'est le Canada. C'est les types de contrastes auxquels vous vous attendez quand vous venez ici, mais il y a moyen de s'y préparer. Ce n'est pas pour dire que non, il fait tellement froid qu'il ne faut pas venir. Il y a des gens qui disent, moi, avec ce froid-là, je ne pourrais pas. Ben, je dis, c'est ta décision.
Il y a des gens qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas se confronter à des températures extrêmes, froid comme chaleur d'ailleurs. Parce que moi, je connais des gens qui, même au Canada ici, en été, ils ne sont pas à l'aise parce qu'il fait trop chaud. Ce climat un peu bipolaire là les embête. Voyez-vous. Donc, les amis, pourquoi j'insiste sur la préparation? C'est aussi tout simplement pour vous dire que quand vous venez au Canada, il faut vous préparer à la diversité qui vous attend. Alors, diversité, on va essayer de rentrer un peu dans le concept. Le Canada, les amis, a fait certes un certain nombre de choix politiques et économiques, politiques et sociaux, basés sur la diversité. Dans certains pays, l'immigration, la diversité est perçue comme un problème qu'il faut gérer pour que les choses n'aillent pas plus mal. Mais dans d'autres pays, la diversité est considérée comme une force sur laquelle justement on va bâtir nos politiques, on va bâtir notre avenir ensemble. C'est des choix. Je ne suis pas là en train de faire des jugements de valeur. Il y a aussi des pays dans lesquels la diversité, l'immigration était à l'époque perçue comme une solution et qui aujourd'hui est perçue comme un problème. C'est ainsi que dans certains pays, vous entendrez dans le débat public, on vous dit l'immigration n'est plus une chance pour notre pays. L'immigration fut une chance il y a 30, il y a 40 ans. Aujourd'hui, l'immigration est devenue un problème. Il y a aussi des pays pour qui l'immigration était très problématique avant et qui aujourd'hui est devenue une réelle chance d'intégration et de progrès commun. Le Canada, quand vous regardez, il a une longue histoire de diversité. Mais alors très longue. Elle va sur au moins 2 siècles. Minimum. Sur une immigration que l'on pourrait considérer comme relativement massive, mais qui est toujours plus ou moins bien intégrée, bien assimilée. Ça, c'est la trajectoire du pays. Donc, quand vous arrivez, sachez dans quelle vague philosophique et vague migratoire vous êtes en train d'arriver. Vous venez dans un pays qui prône la diversité. Vous venez dans un pays qui considère que la diversité engendre le besoin d'équité, parce qu'on n'est pas tous les mêmes en apparence, on n'est pas tous les mêmes, parfois même en compétences. Or, on a un pays à développer, donc il faut une certaine équité. Et l'équité, les amis, je vous l'ai souvent dit ici, dans d'autres discussions, ça n'est pas l'égalité. L'équité, pour faire simple, c'est on donne à chacun selon ses besoins. On prend à chacun selon ses moyens. Donc, si par exemple tu vis au Canada et que je sais pas moi, t'es arrivé dans un cadre quelconque et tu te rends compte que voilà, tu as été logé, tu as tout ce qu'il faut pour vivre plus ou moins décemment et que tu n'as jamais payé le moindre centime, sache tout simplement qu'il y a quelqu'un qui est en train de payer pour ça. Et en retour, toi aussi, lorsque bientôt tu seras installé, lorsque bientôt tu vas travailler, lorsque bientôt tu vas contribuer en payant les impôts, toi aussi tu vas financer la prochaine vague. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ça fait du bien de payer ces taxes lorsqu'on est aussi taxé qu'on l'est au Canada, ni que ça fait du mal. Je suis tout simplement en train de vous citer un principe qui est cardinal ici. Il faut le savoir. Si vous venez au Canada et que vous êtes ambitieux, vous arrivez dans des situations plutôt en besoin d'accompagnement, vous verrez qu'il y a beaucoup de services qui sont gratuits. Mais ils sont gratuits, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui paye. Et le quelqu'un qui paye, l'État n'est pas un entrepreneur. L'État, c'est celui qui crée juste l'environnement. Ceux qui payent, c'est ceux qui travaillent. Les contribuables, ceux qui payent l'impôt. Donc, c'est vraiment entre nous, hein, parlons-nous entre Africains, avant même d'abuser le système. Parce qu'il y en a, moi j'en connais personnellement, qui en abusent, et beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui sont au Canada, en connaissent qui en abusent. Des gens qui se sont accommodés dans la gratuité, dans un système qui ne veulent pas émerger parce qu'ils savent que si tu commences à gagner plus, tu n'auras plus droit à une maison gratuite ou à une maison fortement subventionnée, etc., etc.
Ça, c'est un choix de vie, c'est un choix c'est un choix personnel, mais il faut tout simplement savoir que si tu es ambitieux et que tu veux devenir indépendant, tu veux aussi contribuer au pays qui t'a accueilli, à un moment ou à un autre, il va falloir que toi aussi tu mettes la main à la poche. Est-ce qu'on est d'accord, les amis? Donc, ça, je veux entendre votre point de vue là-dessus. J'avance. Les amis, l'inclusivité, elle est vraiment cardinale, fondamentale au Canada. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des gens, enfin, même pas des gens, vous verrez souvent, on vous renvoie à la figure l'expérience, le besoin d'expérience canadienne. Qu'est-ce que vous avez déjà fait au Canada? Est-ce que vous avez déjà travaillé au Canada? Est-ce que vous avez déjà étudié au Canada? Parfois, ça vous casse les pieds, ça vous fatigue, surtout quand vous venez d'un autre pays aussi moderne, aussi développé, aussi anglophone, aussi peut-être francophone aussi. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial au Canada pour que l'on exige toujours l'expérience canadienne? Eh bien, la réponse, vous pouvez commencer à la chercher dans cet engagement politique, social et économique du pays à la diversité, à l'équité et à l'inclusion. Oui, je sais, nous venons tous de pays où il y a au moins un blanc, au moins un noir, au moins un chinois. On en a vu, on ne vient pas découvrir la mixité des races, la mixité des origines au Canada. Mais au Canada, je vous assure, plus que dans beaucoup de pays où vous avez déjà été, et certainement plus que dans votre pays si vous êtes d'origine africaine, vous retrouverez un engagement beaucoup plus poussé à l'inclusion, la diversité et l'équité. Avec ces dérives, je ne suis pas en train de dire ici que ce soit un modèle parfait, mais vous verrez que dans toutes les équipes où vous serez, que ce soit dans le privé, dans le public, il y aura toujours un effort pour que la partie arc-en-ciel du Canada soit ressentie dans le membre du personnel, dans vos équipes. Donc, apprendre à gérer les autres cultures, apprendre à gérer les personnes qui ne parlent pas comme vous, qui n'ont pas le même accent que vous, qui n'ont peut-être pas la même conception de la vie que vous, c'est important. Et ça, quand on vient d'Afrique ou d'autres pays qui sont beaucoup trop monolithiques, parce que peut-être la population, elle est à 95% blanche ou noire ou je sais quelle autre couleur, et puis les autres, c'est vraiment des toutes petites minorités, soit qu'on ignore ou que de temps en temps, on s'arrête pour voir, mais qu'est-ce qu'ils veulent encore cette fois-ci, ceux-là. Au Canada, vous verrez que, en fait, toutes les minorités sont ce qu'on appelle les minorités visibles, c'est-à-dire lorsqu'elles ne le sont pas en nombre, elles le sont dans la considération que l'État a décidé de leur accorder. Et vous vous dites, mais comment on avance dans un pays comme ça, si on doit accommoder tout le monde? Eh bien, c'est compliqué. Moi, je ne me demandais pas. C'est compliqué. C'est un modèle de société que le Canada a choisi, mais même toi, si tu te mets à pratiquer, à t'exercer dans une compétence depuis 200 ans, depuis 300 ans, eh ben, tu vas peut-être finir par être un peu bon. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas d'erreur. Ça ne veut pas dire que tu ne deviendras peut-être pas complaisant et que ça pourrait un jour te péter à la figure, si vous me passez l'expression un peu triviale. Mais à ce jour, c'est le choix du Canada. Et donc, quand tu viens au Canada, moi, mon point, il est là et c'est par là que j'atterris avec ce point. Quand tu es là, sache ce qui t'attend. Donc, quand on te réclame de l'expérience canadienne, ne pense pas que c'est seulement parce que tu n'as jamais géographiquement été physiquement basé ici. C'est aussi eu égard à la diversité. Peut-être que tu as géré, mais que tu n'as géré que des gens qui réfléchissent comme toi. Peut-être que tu étais manager, tu avais 200 personnes qui répondaient à toi dans ton pays, mais c'est des gens qui étaient du même background que toi. Et là, tu te retrouves au Canada, on ne te prend pas pour un poste où il faut gérer seulement 4 personnes, mais ces 4 personnes sont tellement diverses et les autres 4 personnes qui vont venir sont aussi diverses et pourtant, il faudrait bien que chacun se retrouve et tu te dis, mais c'est quoi ça comme histoire? Moi, j'ai géré 200 personnes dans mon pays au Congo et puis je viens ici, on me refuse un poste de manager parce que j'ai jamais géré au Canada, mais c'est quoi cette bêtise? Eh bien, moi, je te dis pas que tu n'as pas raison de t'indigner. Je te dis simplement que ton employeur, ton intervieweur, quand il recherche un peu la partie adaptabilité, la partie, voilà, est-ce que tu es vraiment celui qu'il faut, il regarde aussi ton passé en termes de diversité. Donc, voilà un peu ce qui fait que le Canada,
il est quand même plein de contrastes. Contrastes dans notre politique d'immigration, notamment d'attrait des talents. Le Canada est un pays qui, par la manière dont il se vend, qui, par la manière dont il est perçu en dehors, dans le reste du monde, est très apprécié et il arrive à attirer, par les programmes dont ceux dont nous venons de parler ici, des personnes de plutôt relativement haut calibre, des avocats, des banquiers, des financiers, des comptables, des ingénieurs, des médecins, des gestionnaires de gestionnaires, on va dire, middle managers, mais aussi d'autres qui ont des rôles beaucoup plus modestes dans l'échelle de l'entreprise. Mais il y a quand même une forte proportion de personnes très qualifiées qui viennent au Canada parce que justement, ils ont démontré 10 ans d'expérience, voire plus, qui viennent au Canada parce que justement, ils ont déjà travaillé comme avocat ou médecin ou autre chose dans leur pays ou ailleurs où ils vivaient. Mais quand ils arrivent au Canada, malheureusement, pour beaucoup, ils se retrouvent confrontés à ça. Ils se retrouvent confrontés au fait que l'offre d'emploi la plus accessible, c'est plutôt des tâches, on va dire, manuelles. Des emplois d'assez relativement bas calibre dans l'échelle de l'entreprise. Et ça peut créer un très fort choc, ça peut créer un énorme ressentiment chez les gens, parce que quand tu sors de chez toi où tu étais dentiste, avocat, comptable, ingénieur, et que tu te retrouves dans un environnement où tu dois t'y faire à devenir voilà, cleaner, à nettoyer, à faire des échafaudages, à travailler dans la manufacture. Parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Parfois, on le fait en plus de ce qu'on est en train de faire pour arrondir les fins de mois. Mais là où ça peut devenir très compliqué et salé pour beaucoup de gens, c'est quand on se retrouve coincé dans ce genre d'environnement. Parce que avec l'emploi que tu as eu finalement, tu n'as pas pu retomber à un niveau que tu estimes être le tien comparativement à là où tu étais. Donc, tu as pris quelque chose de plus bas, mais quelque chose de plus bas avec son barème salarial, ça n'arrive pas à te payer, à te rémunérer comme tu aurais voulu. Donc, toi qui venais avec les idées que non, quand je suis au Canada, de toute façon, tous les 2 mois, je ferai des allers-retours Montréal, Dakar ou Toronto, Kinshasa, tu risques de très rapidement déchanter. Voyez-vous? Il y a quelqu'un qui nous dit, ne soyez pas complexés quand vous arrivez au Canada, personne ne s'occupe de ce que l'autre fait. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. C'est très important parce que c'est un autre point un peu, mais je vais m'y arrêter très rapidement en disant oui, beaucoup d'Africains, évidemment, quand tu arrives, attends, chez toi, tu étais quand même l'ingénieur, monsieur le patron, tu avais des gens qui t'appelaient Mopao, boss et tout. Et puis, tu te retrouves, ben, tu dois quand même passer par ce genre de choses. Ça peut être un peu compliqué à vivre, surtout quand tu as l'impression que tu es en train d'être jugé. Ce qui, pour beaucoup d'entre vous, ne sera pas le cas. Je te jure, personne ne te calcule ici. Hein? Sauf si tu as toi-même attiré de l'attention en faisant croire que tu étais ci et que tu étais ça. Mais ça, c'est un complexe que toi, tu gères à ton niveau. C'est toi qui as voulu envoyer les photos au pays où tu étais à côté de limousines qui ne t'appartiennent pas, où tu étais à côté de toutes les Bentley et tout le reste. C'est toi qui as fait ça. Donc, du coup, quand les autres, eux, ils te rejoignent du pays, tu veux pas qu'ils te voient en train de faire ce que nos amis sont en train de faire là. Mais ça, c'est un choix à toi. C'est-à-dire, quand tu vis ta vie ici, ben voilà. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui font ça, c'est tout simplement parce que c'est une société de consommation, ça ne vous a pas échappé, c'est pour nouer les 2 bouts du mois, c'est pour acheter l'extra pour les enfants. Mais avant ou après ça, la personne a son job principal qui le ou la rémunère suffisamment bien. Maintenant, quand tu débarques avec ton bagage africain, famille impossible, African tax, vous connaissez African tax, on dit qu'en Afrique, il n'y a pas d'impôts et tout, mais de toute façon, quand chacun d'entre nous, on est obligé par la force des choses, par la pression sociale directe ou indirecte, à payer la scolarité de 3 enfants qui ne sont pas tes enfants, qui sont des cousins, des nièces et les autres. Tu dois loger tes propres parents, tu dois faire tout ça, c'est ce qu'on appelle African tax. En fait, voilà, tu peux fuir l'État
Hein? Tu peux fuir l'État en disant que non, je ne vais pas payer l'impôt, c'est trop. Mais bon, l'impôt social te rattrape toujours en Afrique. Donc, tu as des besoins plutôt extravagants. Certains arrivent au Canada, ils ont laissé des projets de construction, d'autres, ils ont laissé voilà, des familles à nourrir au pays, et ils arrivent ici, ils se disent, bah, tu penses qu'avec ce travail-là, tu vas finir à combien? C'est salaire minimum, les amis. Salaire minimum, voire un tout petit peu plus au-dessus. Avec ça, tu ne te payeras jamais le billet d'avion pour aller chez toi en Afrique tous les 2, 3 mois. Et c'était vraiment from hand to mouth, comme on dit. C'est limite, limite, limite. Sauf si, comme je disais, ça, c'est le passe-temps pour justement financer ce que tu fais en Afrique. Et, pardon. Et qu'avant ou après ça, tu as ton emploi principal qui te rémunère comme tu aurais souhaité. Mais ce contraste, il reste très important au Canada et il frustre, voire il traumatise beaucoup de ceux qui arrivent au Canada sans avoir fait la préparation préalable. Et puisque vous êtes tellement bousculé, très souvent, vous êtes obligé de repartir par la case école pour chercher le fameux sésame, le diplôme canadien. Le diplôme qui vous permettra déjà d'avancer vers l'expérience canadienne, qui n'est pas encore une expérience professionnelle, mais qui est au moins une expérience académique où vous pouvez dire j'ai un MBA au Canada, ou j'ai un bachelor de ceci au Canada, ou j'ai fait ma maîtrise au Canada. Voilà. Donc déjà, ça vous démarque d'une manière ou d'une autre. C'est un système qui est ainsi fait, mais ça n'est pas encore, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge parce que ça, c'est une voie qui va certes vous épanouir intellectuellement, vous épanouir, comment dirais-je, en tant que personne, mais c'est aussi une voie qui va contrecarrer, si vous ne vous y êtes pas préparé, contrecarrer vos plans initiaux. Je m'explique. Beaucoup de gens arrivent au Canada pour s'installer, pour installer la famille, pour travailler, et ils se rendent compte, à cause du complexe, plutôt du dilemme que je venais d'expliquer, du cercle vicieux que je venais d'expliquer, où tu ne trouves pas quelque chose à ton niveau, donc tu es obligé de prendre 2, 3 petits autres boulots. Ils se retrouvent coincés dans cette situation. Tu te dis, pour en sortir, je vais aux études. Mais ça, tu n'avais pas ça dans ton plan initial. Quand tu vas aux études, tu te rends compte que les études, elles coûtent ce qu'elles coûtent. Le Canada, c'est déjà beaucoup plus abordable comparé, par exemple, à nos voisins du Sud, aux États-Unis, où les prix des universités moyennes, je ne mâche pas mes mots, c'est carrément de l'arnaque. Mais même au Canada, les amis, l'école n'est pas gratuite. Si on te dit que tu vas étudier gratuitement, ça veut dire que quelqu'un va payer. Seulement, ici, ce n'est pas seulement le contribuable dans le sens celui qui t'a donné la maison et puis tu peux faire ce que tu veux. Non, ici, si tu as des bons points, si tu es excellent, si tu as d'autres... Tu peux avoir, il y a des voies pour avoir une bourse de mérite, mais ce que tu n'as pas par le mérite, tu l'auras par des prêts, puisqu'ils existent. Donc, tu vas probablement te retrouver coincé ici avec des prêts au bout de ton cursus universitaire, le cursus qui t'a donné ce fameux sésame, le diplôme canadien qui fait que tu sois enfin un peu plus éligible à rentrer dans le monde du travail, eh bien, quand tu l'as, tu te retrouves endetté à hauteur de 40, 50, 60 000 dollars parce que les études, c'est quand même sur quelques années. Si tu n'as pas eu de bourse qui paye tout, ce qui arrive, mais qui n'arrive pas à tout le monde, et souvent c'est des bourses partielles, donc c'est le système de prêt et bourse. Donc tu as eu un peu d'argent qui est à toi, que le contribuable va rembourser, et un peu d'argent que toi tu vas rembourser, et ce, dès ton premier chèque, dès ton premier salaire, quand tu auras fini tes études. Donc on te tient. Donc toi qui venais pour dire, le projet c'est 3, 4, 5 ans, je vais installer la famille, j'ai des affaires en Afrique, je vais rentrer pour faire ceci ou pour faire cela, pourquoi pas? Mais sache seulement que si au bout de 5 ans, tu es endetté à hauteur de 50, 60 000 dollars, avec tout ce que tu as dû faire ici, une famille à scolariser, une famille à éduquer, des enfants, etc., tu te retrouves pris au cou, étouffé, pris au piège. Donc, le projet de 5 ans pour aller faire avancer ton pays, ton continent, devient 10 ans, voire plus. Est-ce que tu le savais? Comment aurais-tu pu le savoir si tu n'avais pas fait ce genre
d'exercice, de réflexion, de savoir combien ça coûte et qui paye. Si tu t'étais détaché des rumeurs pour dire, oh non, au Canada, on a dit que. Au Canada, il paraît que. Il paraît, c'est quoi? On a dit, c'est qui? Quelqu'un me disait, on, pronom menteur. Quand on te dit on a dit, c'est que c'est quelque part quelqu'un ment. Voilà. Donc, c'est ça un peu ce que moi, je veux vous dire sur les pièges les plus fréquents à éviter. C'est bien d'aller à l'école, mais qui paye? Et puis après, est-ce que tu vas repartir? Est-ce que tu vas rester contribuer ici? Est-ce que tu vas rester vivre endetté ici? Parce qu'il y en a qui étudient ici et puis qui repartent. Très bien. Il y en a qui étudient ici, qui repartent même sans payer, avec leur diplôme, qui vont faire valoir ailleurs. Mais si vous avez ces idées-là, bonne chance. Parce que le Canada, vous devriez le savoir, c'est un pays où, si tu as étudié, si tu es passé sur le banc de l'école ici, eh bien, où que tu ailles, chaque fois que tu veux revenir au Canada, si d'abord, tu n'auras jamais de visa. Si tu n'as pas fini, si t'as pas fini de payer ta scolarité ici. Si tu n'es pas canadien et que tu dois encore au système scolaire, au niveau seulement de l'application du visa, on va te ramasser. Et si par chance, tu avais déjà un visa, chaque fois que tu reviendras, on te rappellera. L'officier d'immigration te dira, est-ce que tu as déjà étudié dans ce pays? Tu vas voir, il y a un truc qui sort dans le système, un blocage dans le système pour dire, est-ce que tu as déjà étudié dans ce pays? Parce qu'il y a des gens qui, évidemment, viennent étudier au Canada, s'en vont avec le diplôme, s'ils ont pu l'avoir, et puis laissent traîner des dettes. Parfois, ils ont prévu de les payer, et puis ils se sont rendus compte que c'est juste trop compliqué de payer ces dettes-là et de prospérer financièrement. En étant ici, ils ont eu une opportunité ailleurs, ils sont partis, ils se sont rendus compte que bon, ils n'ont plus à se casser les pieds et à se faire mal à la tête avec le Canada, mais quand tu as des dettes, eh bien, elles te rattrapent. C'est un piège qu'il faut essayer d'anticiper pour ne pas tomber en plein dedans. Tout ça, les amis, c'est pas pour faire peur à quelqu'un, c'est pas pour que quelqu'un aille déchanter, aille se décourager dans ce projet. C'était pour vous dire que le Canada, et ça, c'est mon humble avis, ça reste un très beau pays, ça reste un pays accueillant, ça reste un pays où vous aussi, vous pouvez réussir. Votre famille peut réussir. Ça reste un pays où beaucoup de gens se sont affirmés, beaucoup de gens se sont épanouis, mais un projet de 3 ans peut devenir un projet de 20 ans, cher ami, si tu ne fais pas cet exercice préalable. Si tu ne te poses pas ces questions au préalable, tu auras perdu beaucoup de temps. Et puisque le temps, c'est l'argent, comme on dit, puisque le temps, c'est très important, si tu as commencé tout ça à 20 ans, tu as encore un peu de temps, tu as fait quelques erreurs, peut-être que tu retombes sur tes pattes à 30 ans. Mais il y en a qui commencent, ce dont nous sommes en train de parler, à 45 ans, à 40 ans. Donc, tu gaspilles une des générations les plus productives, la quarantaine, à te rechercher dans tous les cercles vicieux que l'on venait de décrire. Et finalement, tu commences à te retrouver, tu tombes enfin sur tes pattes quand tu as déjà 50, 55 ans et que tu commences déjà à penser à autre chose dans la vie et que peut-être, qui sait, je ne te le souhaite pas, mais que même physiquement, ton corps ne permet plus un certain nombre de choses et puis tu te dis, moi, je commence plutôt à atterrir, je suis plutôt proche de l'atterrissage que du décollage. Donc, qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras passé 10 ans à tâtonner, tout ça parce que tu n'avais pas pris 1 an, 1 mois, 3 mois, 6 mois à rechercher la bonne information. Les amis, ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ça, c'est ce que je voulais vous dire parce que à la fin de la journée, chacun a ses plans, chacun a ses projets. Si vous envisagez un retour chez vous, un retour sur le continent africain, eh ben, je dirais même la plupart d'Africains que moi je connais envisagent un retour chez eux d'une manière ou d'une autre. Parfois c'est physique, avec ses bagages. Parfois, c'est juste intellectuel, où on contribue de loin. Parfois, c'est financier, où on envoie de l'argent. Qui suis-je pour juger vos intentions? Ce que moi, je vais par contre vous dire, c'est que, vous savez, il y a un principe en management qui veut que on ne soit, on ne- qui dit que
c'est difficile, je pense que c'est impossible. Tu ne peux pas changer un monde dans lequel tu ne vis pas. Ça, c'est quelque chose qui me fait réfléchir en tant qu'Africain. Quand j'entends quand j'entends cette phrase, tu ne peux pas changer un monde dans lequel tu ne vis pas. Alors vivre aujourd'hui, on est dans un monde hybride. Vivre ne veut pas dire que tu dois aller vivre dans la. Si tu veux changer ton village, ça ne veut pas dire que tu dois aller dans la case la plus malfamée du village et mettre tes bagages là-bas et ne plus jamais en sortir. Non. C'est à toi de déterminer ce que l'équilibre sera. Mais si ton but, c'est de changer ton pays, c'est de changer ta région, c'est de changer ton continent dans un domaine qui est le tien, il faut juste te rendre compte que tu ne peux pas le faire si tu ne t'immerges pas, si tu ne plonges pas dans cet environnement-là d'une manière ou d'une autre. J'aime à donner l'exemple, par exemple. Nous, la plupart d'entre vous qui avez déjà eu peut-être l'occasion de sortir de votre pays, vous vivez ailleurs, vous vivez ici au Canada ou vous vivez dans un autre pays, eh bien, vous pourrez contribuer mensuellement, très régulièrement, à l'essor économique de vos pays. En envoyant de l'argent, en faisant vos Western Union et vos MoneyGram et vos PayPal et tout le reste. Pourquoi pas? Vous pouvez le faire en construisant une maison pour votre tendre et chère maman chez vous au village. Très, très satisfaisant comme expérience. Ça vous rend très fier. Pourquoi pas? Mais aussi longtemps que votre pauvre maman, elle sera là et jamais à l'abri, par exemple, de tous ces prédateurs. Conseiller nouveau riche, conseiller à je sais quel service, conseiller à la primature, à la présidence ou général ou ministre, qui peut à tout moment aller arracher le lopin de terre que tu as acheté pour ta maman, que tu as construit pour ta maman, eh bien, tu auras peut-être momentanément aidé tes parents, tu auras peut-être momentanément réduit la pauvreté en Afrique, tu auras peut-être momentanément créé même des emplois parce que construire, c'est de la main-d'œuvre. Tu auras sorti des gens du chômage, mais aussi longtemps que ces nouveaux riches-là, par exemple, se croiront toujours tout permis et qui peuvent, à n'importe quel moment, aller déguerpir ta chère mère, tout simplement parce qu'elle n'a pas la force et les moyens de se défendre toute seule, est-ce que tu penses que tu auras vraiment contribué à changer grand-chose? Ça, ce n'est pas ce que moi j'appelle un changement. Tu auras allégé quelques peines, mais changer, par contre, dans l'exemple que je donne, ce serait être en mesure de changer ce qui fait que ces prédateurs-là se croient tout permis. Pour que jamais de la vie, plus jamais de la vie, ils ne pensent, même pas en rêve, que c'est possible de déposséder quelqu'un de son bien dans un pays qui se veut sérieux, qui se veut un état de droit. Ça, ce serait un changement, dans l'exemple que je viens de vous donner. Donc, celui qui envoie l'argent, il contribue au changement, mais je dirais, il ne contribue pas autant au changement. Lui, il contribue à financer le statu quo. Il contribue à faire que, voilà, on fasse toujours les manières, qu'on pérennise les manières anarchiques de faire ce qu'on avait toujours fait dans ton pays. Mais quand tu t'es investi autrement, quand tu prends ton bagage physique, intellectuel, financier, expérience sociale et autres, et tu trouves un moyen de contribuer à ton pays, moi je sais, la plupart d'Africains que je connais, ils ont ça à cœur. Beaucoup ne le font pas parce qu'ils sont pris au piège. Et finalement, un jour, ils se disent, je ne vais pas passer ma vie à rechercher à courir après le vent, une illusion. J'ai déjà ici une petite situation. Je suis déjà plus ou moins bien là où je suis. Je suis pas heureux, mais ça va. Je dors pas dehors. Je dors pas affamé. Mes enfants ne manquent pas des besoins de base. Je reste là. C'est triste. C'est quand même triste comme une fin de vie. Quand quelqu'un, à 40 ans, en 50 ans, il devient résigné. Il se dit, j'ai perdu tous les repères chez moi. De toute façon, même ceux que j'ai, ils sont tous fragilisés par, je sais pas moi, absence d'état de droit, corruption, citez-moi le mal que vous voyez chez vous. Parce que là, je parle à mes frères africains et à mes sœurs africaines. Quel que soit votre problème à vous, si vous ne pouvez pas faire ce chemin-là, vous ne pouvez pas prendre votre bagage un jour par choix et repartir, parce que je respecte aussi ceux qui décident de rester.
mais je dis simplement que j'en connais beaucoup, et vous, vous en connaissez beaucoup, qui restent par la force des choses, parce qu'ils sont déjà coincés, c'est trop tard. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait quand même une fin tragique, des destins gâchés? Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir sur pourquoi partir si c'est partir pour ça? Pourquoi ne pas rester chez vous si c'est partir pour un jour vouloir rentrer et ne pas être en mesure de rentrer parce qu'il n'y a plus d'argent pour rentrer, parce qu'on ne comprend plus le monde qu'on veut aller changer, parce que. À vous de me dire ce que vous pensez, les amis. Moi, je vous ai partagé ma petite expérience, des observations, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vois dans mon monde. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous dites aux plus jeunes qui veulent venir étudier au Canada, aux États-Unis, en France où vous êtes, mais en particulier au Canada, puisque c'est du Canada qu'il s'agit? Qu'est-ce que vous entendez quand vous demandez conseil à d'autres? Est-ce que vous pensez qu'il y a des conseils, il y a des points de vue tout à fait élémentaires qu'on n'a pas abordés aujourd'hui? Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà les amis, on va se quitter là. Ça fait un bon live. Merci pour toutes vos contributions. Je vous reposte tout ça sur tous mes réseaux sociaux. Et puis, ensemble, essayons, un temps soit peu, les amis, d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Moi, c'est Dr. JP Mouka. Je vous dis, prenez soin de vous et des vôtres. Chap, chap.